tout de suite. Tu peux par exemple raconter ta perspective du bouquin Une année chez les Français à quelqu'un qui, comme Angela, n'a pas lu le livre. D'accord. Bon, une année chez les Français, c'est bon, ce qu'on pourrait appeler non, j'allais dire ce qu'on pourrait appeler un roman d'apprentissage, le fameux Bildungsroman. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un Bildungsroman parce qu'il ne se passe, c'est une seule année en fait. C'est pas toute une adolescence, c'est pas un adulte qui devient adulte. Non, en fait, une année chez les Français, c'est l'histoire d'une année très importante dans la vie d'un petit enfant parce que ça se passe au Maroc d'abord, mais ça se passe dans un lycée français au Maroc. Donc on a un petit enfant qui a 10 ans, hein, qui rentre au lycée, en première année de lycée. Il s'appelle Mehdi. Et là, il va faire la connaissance des Français, ou de certains Français, parce qu'il va passer toute une année, non seulement au lycée Lyautey de Casablanca, mais à l'internat. Il est interne, donc il va être jour et nuit en contact avec les Français. Et alors, j'avoue tout de suite que c'est largement autobiographique, puisque effectivement, moi-même, à l'âge de, j'avais peut-être 10 ans, je suis rentré au lycée Lyautey de Casablanca et je suis entré à l'internat du lycée. Donc c'est autobiographique, mais avec beaucoup quand même d'improvisation, enfin je dirais pas d'improvisation, mais je brode, comme on dit. J'ai inventé des épisodes. Les personnages sont presque tous en fait réels ou bien basés sur des personnages réels qui ont réellement existé. Alors pourquoi est-ce que cette année-là est-elle si importante ? Parce qu'en fait, dans toute mon œuvre, enfin, tous mes romans, toutes mes nouvelles, j'ai toujours été fasciné par ce qu'on pourrait appeler l'interculturel peut-être, c'est-à-dire étant moi-même entre plusieurs cultures, puisque je suis né au Maroc, j'ai grandi dans des lycées français, puis j'ai fait mes études en France, puis j'habite depuis maintenant une vingtaine d'années aux Pays-Bas. J'ai vécu aussi 3 ans en Angleterre, une année en Belgique. Donc je suis vraiment passionné par cette question parce que j'ai un point de vue un peu humaniste si on veut. Je vais préciser ce que j'entends par là. Je pense qu'au fond, l'homme est partout à peu près le même, mais qu'il y a beaucoup de malentendus qui naissent entre les cultures parce qu'ils expriment sous des façons différentes, des mots différents, des rites différents, en fait les mêmes préoccupations fondamentales des hommes. Et je ne dirais pas que j'ai une mission parce que c'est un peu trop... ce serait un peu trop solennel. Personne ne m'a chargé de mission, on n'est rien. Mais quand même, je me suis donné ce but d'essayer de débusquer les malentendus interculturels. Donc, quand je prends un enfant qui a 10 ans, qui vient d'une famille marocaine, qui est censé être musulman, encore que on s'aperçoit très vite que ça ne veut rien dire dans son cas, parce qu'il a grandi dans une famille pas du tout intéressée par la religion. Mais quand même, c'est un petit Marocain qui rentre chez les Français. Des deux côtés, il y a des malentendus. C'est-à-dire, lui, il a déjà des préjugés sur les Français et il ne les comprend pas au départ. Il y a énormément de malentendus. Il y en a certains malentendus sont amusants. Je pense qu'on peut sourire. D'autres sont un peu moins amusants. Mais eux aussi ont des préjugés. C'est un petit Marocain. Alors qu'en fait, il parle mieux français qu'eux, que la plupart d'entre eux. Il a les meilleures notes au lycée. Donc, ce qui va se passer dans cette année-là, donc de septembre jusqu'en juin, parce que réellement ça commence à la rentrée scolaire, rentrée du lycée, et ça finit à la distribution des prix, c'est-à-dire le dernier jour de l'année. Donc la structure est très simple. Mais ce qui va se passer, c'est que petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, ils vont s'apprivoiser, comme le renard et le petit prince, c'est-à-dire ils vont finir par s'apprivoiser, les Français et le petit Marocain. Mais la thèse, alors moi je suis d'origine... je suis un peu mathématicien, donc la thèse qui est démontrée là-dedans, si on veut, au départ, aussi bien lui que les Français croient qu'il y a une distance, mais infinie, entre eux. Ils n'arrivent pas à se comprendre, il y a des malentendus. Ensuite, au cours de l'année, il y a la tentation pour lui de devenir français. Il veut même à un certain moment être adopté. Il croit remplacer un petit enfant dans la famille Berger, qui est une famille de Français qui l'accueille tous les week-ends chez eux. Et puis à la fin, dans la distribution des prix, après la distribution des prix, quand il repart avec sa maman,
on s'aperçoit qu'il a compris que la vraie distance entre les gens n'était pas infinie, parce que finalement, il y a une seule espèce humaine, Homo sapiens, c'est Homo sapiens, on n'est pas différents. Mais en même temps, il y a la culture, ce qui fait que la distance n'est jamais nulle entre les gens. C'est-à-dire, je ne pense pas que l'assimilation soit possible. Je veux dire, par exemple, on ne peut pas devenir portugais, il faut le fado. Si tu n'es pas saudade, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne pleures pas en écoutant Malia Rodriguez, tu peux pas devenir portugais si tu viens d'Allemagne, c'est impossible. Mais en même temps, il n'y a pas une distance infinie. Donc l'idée, c'est de trouver toujours la bonne distance pour rester toi-même, tout en voyant dans les autres finalement la même espèce humaine, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Donc il y a cette préoccupation presque philosophique qui est vue par les yeux d'un enfant. C'est pour ça qu'il n'y a pas, jamais, dans le livre, il n'y a de mots qui dépassent ce qu'un enfant pourrait utiliser. On ne trouve pas les mots herméneutique, heuristique, Ereignis. Il n'y a pas Ereignis dans mon livre. Il n'y a pas le Dasein. Il n'y a rien. Il n'y a pas tout ça. Mais en même temps, il y a cette thèse philosophique de la distance interculturelle qui n'est jamais nulle, qui n'est jamais infinie. Et il faut juste trouver la bonne distance. Et d'ailleurs, si le livre ne s'appelait pas Une année chez les Français, je l'aurais peut-être appelé La bonne distance. Et tu crois que Mehdi a trouvé la bonne distance? Oui, je le crois vraiment. Enfin, je le veux. C'est-à-dire, tout le livre est construit comme ça. C'est-à-dire, sur les 3 ou 4 ou 5 premiers chapitres où la distance est infinie parce qu'il y a constamment des malentendus, mais rigolos, parfois comiques, parfois tragico-comiques, entre lui et en particulier les surveillants. Constamment. Et puis, le milieu, quand il va dans la famille Berger, où réellement il croit qu'il peut devenir un petit Français, il peut devenir le fils de Madame Berger, et sa propre mère disparaît à ce moment-là des radars. Hein. Mais à la fin, il y a une paix qui s'est installée chez lui, parce qu'il va à la distribution des prix. Il a énormément de livres, il a gagné beaucoup de prix. Donc il a prouvé qu'il n'était pas infiniment loin des Français. Au contraire, il est très proche d'une certaine façon des Français. Il ne pas devenir en français. Mais en même temps, il repart avec sa mère. Donc il y a sa mère qui le prend par la main et ils repartent et il est très apaisé. D'un côté, il a ses livres français de la distribution des prix qui montrent qu'il comprend maintenant. Les Français, eux-mêmes ont accepté que lui, petit garçon marocain, ce soit le meilleur en classe. Donc ils se sont apprivoisés les uns les autres. Et en même temps, il repart avec sa maman. Il repart pas avec Madame Berger. Donc il sait où est sa famille. Donc la fin est très apaisée, je pense. Donc c'est ça l'idée. C'est quasiment une démonstration d'un théorème de mathématiques. Et d'après toi, quelle est l'aventure que Mehdi a vécue au lycée de Casablanca, qui est l'aventure la plus importante pour lui? L'aventure, à mon avis, la plus importante, curieusement, ce n'est pas ce qui se passe dans le lycée lui-même, c'est ce qui se passe le week-end dans la famille Berger. Et ce qu'il y a de plus important, c'est ça, c'est-à-dire le jour où il s'aperçoit qu'il ne peut pas prendre la place du fils disparu de Madame Berger, parce qu'on comprend que Madame Berger a perdu un fils. Et le jour où il comprend qu'il ne pourra jamais prendre cette place, mais d'ailleurs cette scène est double, parce que c'est dans la famille de Madame Berger, donc le week-end, mais aussi dans le lycée, parce qu'il veut jouer une pièce de théâtre et il veut jouer un certain rôle, parce que lui c'est le meilleur. Mais dans la monitrice, enfin la personne qui s'occupe de cette petite troupe de théâtre, lui dit: tu peux pas jouer ce rôle parce que c'est un petit blond. Or, le fils perdu de Madame Berger, c'est un petit blond. Donc elle lui dit: tu peux pas jouer ce rôle. Donc c'est symbolique. Il peut pas prendre cette place-là. C'est révélateur. Après ça, il s'énerve beaucoup. Il quitte carrément le théâtre. Il ne veut plus faire de théâtre parce qu'on lui a interdit de devenir symboliquement. Hein? Oui, c'est Linus, le petit blond, qui joue toujours du piano, Beethoven. Il ne peut pas devenir, mais symboliquement, on lui dit: tu ne peux pas devenir le fils de Madame Berger. En fait, c'est ce qu'on lui dit, symboliquement. Et donc là, il le prend très mal, c'est un choc pour lui.
Donc c'est ça ce qui lui arrive de plus important. Mais la chose la plus importante après cela, ce sont ses bons résultats scolaires. C'est-à-dire quand il commence à avoir de très bons résultats scolaires et il finit en apothéose à la distribution des prix, ça contrebalance cela. On va lui dire, reste qui tu es, ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas, mais rien ne t'empêche d'acquérir le savoir, rien ne t'empêche d'acquérir la langue, de comprendre la langue des autres, la culture, rien ne t'empêche de le faire. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas devenir un petit Français. Et d'ailleurs, personne ne te le demande. Les Français ne te demandent pas de devenir un petit Français. Personne ne te le demande. Donc n'essaie pas de devenir ce que tu n'es pas. Reste ce que tu es. Et après, tu peux t'ouvrir, tu peux conquérir la culture, tu peux conquérir la langue. C'est ce qu'il fait. Tu peux conquérir la science et le savoir. C'est ce qu'il fait. Mais ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Parce que personne, même toi, ça ne va pas t'arranger en fait. Parce que tu vas perdre ta mère, tu vas perdre tes cousins totalement bordéliques, etc. Mais tu vas perdre cet aspect-là, très chaud. Parce que quand il va à un moment dans sa famille, il s'aperçoit que sa famille, ils lui ont laissé le grand lit. Ils lui ont donné la place d'honneur. Tu vois, c'est aussi une scène. Donc il s'aperçoit que dans sa famille, il est sans aucune question. Il est accepté, on lui donne la place d'honneur, etc. Alors que dans la famille de Madame Berger, il y a quand même toujours les questions. Oui, mais est-ce que c'est bien toi qui as la meilleure note? Comment Exactement. Donc il y a les deux scènes, il y a les deux choses. Et donc je pense que le message est finalement assez clair. Et c'est un message qui me semble important aujourd'hui parce qu'on est dans un brassage des populations. Donc si on prend un jeune Syrien qui débarque comme réfugié et qui va entrer à l'école allemande, il peut avoir de très bonnes notes, il peut acquérir la connaissance de l'allemand, mais il ne faut surtout pas lui demander une assimilation totale. Il faut lui demander une intégration, ce qui est différent. L'intégration, c'est quand tu fonctionnes harmonieusement dans la société, oui, des deux côtés, mais l'intégration, c'est parfait. C'est-à-dire, on te demande simplement de respecter les lois non écrites, les usages, je veux dire l'espèce de culture, en gros, ce qui tient la société. On te demande simplement de respecter cela, mais on ne te demande pas de devenir réellement ce que tu n'es pas. Voilà, on ne te demande pas de renier ce que tu es, enfin, comment tu es né, tes parents, la culture de tes parents, on ne te demande pas de renier tout ça. Donc il me semble que c'est un livre assez actuel. Okay. Le message est très actuel. Et une peut-être dernière question, ça dépend de toi. Oui. Il y a de temps en temps un usage de mots en arabe que tu ne traduis pas. Donc il s'agit d'un roman écrit en français avec des mots qu'on ne comprend pas. Comment quel conseil pourrais-tu donner à un public allemand scolaire d'essayer d'interpréter ces mots? Qu'est-ce qu'on fait avec? Écoute, en fait, d'abord je l'ai fait exprès et je vais expliquer pourquoi. Mais ça me pose des problèmes avec les lycéens. Par exemple, les lycéens français ou les collégiens français, il y en a même qui me disent que quand ils ont rencontré le premier mot qu'ils ne comprenaient pas en arabe et comme il n'était pas traduit, ils ont arrêté de lire. Ils ont cessé de lire. Je leur ai dit, c'est pas l'idée. En réalité, ce que je voudrais leur dire, c'est que il faut qu'ils soient confrontés à un certain degré, petit degré d'incompréhension. Parce qu'ils ne peuvent pas... Ça illustre finalement le fait qu'on ne peut pas totalement comprendre l'autre. L'autre, on peut le comprendre dans une certaine mesure, 98%, mais il va rester quelque chose d'irréductible. Et il faut que ça reste irréductible. Moi, ça ne me dérange pas, quand je lis Pouchkine par exemple, La fille du capitaine, La dame de pique, des choses comme ça, parfois il y a des mots qui ne sont pas non plus traduits, des mots russes par exemple qui désignent un certain titre de fonctionnaire russe. Bon, ça n'existe pas dans d'autres langues. Donc on veut pas traduire en disant oui, mais ça ressemble au sous-préfet, mais ce n'est pas le sous-préfet. Non, il y a juste un mot russe et on comprend par le contexte que c'est quelqu'un d'important. Et puis ça suffit. Par exemple, le mot ataman, qui existe pas forcément chez Pouchkine, mais d'autres russes, bon, on comprend à un certain moment que c'est quelque chose, c'est un titre militaire ou civil, ou quelque chose comme ça. Bon, il faut le prendre
pour marquer quand même que c'est une autre culture dont on parle. Il faut que celui qui lise, de temps en temps, on le secoue, on lui rappelle attention. Cette histoire ne se passe pas à Francfort, ni à Paris, ni à Amsterdam. Cette histoire se passe au Maroc. Donc il y a une petite opacité. C'est une petite étrangeté. Je dirais pas unheimlich parce que c'est pas du tout angoissant. Non, c'est pas dans ce sens-là. Mais quand même, c'est une petite étrangeté pour te rappeler de temps en temps que tu n'es pas en train de lire un livre qui se passe chez toi. Ok, très bien. Ah bah, tu veux acheter quelque chose? Non, c'est pas. Non, ça va? Non, c'est très Ok. bon. Mais dis-moi, est-ce que c'est bien